notre invité politique ce matin, c'est Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler sans grande surprise de la réforme des retraites. Grande journée de mobilisation aujourd'hui à l'appel des syndicats. On est mardi, c'est le jour des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Du coup, vous serez à l'Assemblée nationale ou dans la rue cet après-midi, Fabien Roussel ? Je serai avec les Français mobilisés pour demander le retrait de cette réforme des retraites. André Chassaigne, le président du groupe, sera présent à l'Assemblée, notamment pour intervenir sur cette grave question liée à la guerre en Ukraine, puisque nous recevons le représentant du Parlement ukrainien. Bon, mais vous serez, on l'a compris, dans la rue. Alors hier soir, veille de mobilisation, Emmanuel Macron a dit soutenir Elisabeth Borne sur le fait que les 64 ans étaient non négociables. Et il dit cette réforme est indispensable. Il était à La Haye, donc il dit quand on voit ce qui se passe ailleurs en Europe, cette réforme est indispensable. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position à la veille de la journée de mobilisation ? Je considère que le gouvernement, le président de la République sont irresponsables. Ils sous-estiment la détermination des Français qui, très majoritairement, et plus ça avance, rejettent cette réforme. Et en faisant le choix de refuser de bouger sur l'allongement de l'âge de départ, et en disant que là-dessus, ils sont bloqués, et c'est eux qui bloquent le débat, eh bien, ils prennent le risque de fracturer durement notre pays. Et sincèrement, je pense que la France n'a pas besoin de ça en ce moment. Nous sommes en crise, c'est dur pour tout le monde. La guerre est là à côté. Pour les entreprises, c'est dur aussi. Pour les Français qui n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis un moment et qui voient l'inflation arriver, franchement, imposer une réforme comme ça, avec violence, et une réforme dure, eh bien, c'est mettre en grave danger notre pays. Ils sont irresponsables. Vous êtes certain qu'il y aura plus de monde aujourd'hui dans la rue que le 19 janvier ? Vous avez les signes avant-coureurs pour ça ? Écoutez, on n'est jamais certain de quoi que ce soit. On est certain d'une chose, c'est que plus ça avance, plus les Français sont convaincus que cette réforme est mauvaise pour eux. Ils ont raison. On a plutôt des signes qui disent qu'il y aura plus de monde. Le nombre de bus affrétés, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent, et notamment dans les sous-préfectures, dans les villes de taille moyenne. Ça m'interpelle. Et dans la campagne présidentielle, je me suis beaucoup adressé à la population des campagnes, de la ruralité, des villes moyennes. En ce moment, je fais un tour de France des sous-préfectures que j'ai entamé depuis le mois d'octobre. Je parle beaucoup à cette population où les services publics reculent, où c'est de plus en plus dur de vivre, où on se sent abandonné par l'État. Eh bien, regardez, c'est là où ça bouge le plus. Vous imaginez que ça vient du tréfonds de la France, du pays, cette colère qui monte ? Mais qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça peut devenir ? Il y a ce sentiment d'être brutalisé par une réforme à qui on va demander à des Français, pour qui la vie est déjà difficile, de joindre les deux bouts, avec des salaires qui ne permettent pas de vivre dignement, avec des métiers difficiles. On doit prendre sa voiture pour aller travailler loin, à la campagne. On passe du temps dans les transports. On nous dit tous les jours, arrêtez de prendre la voiture. Vous n'aurez plus le droit de rentrer dans les grandes villes avec des ZFE, le prix de l'essence qui passe les 2 €. Et là, cette réforme qui vous tombe dessus, et vous travaillerez 2 ans de plus. Et tout cela est vécu comme une injustice terrible. Il y a besoin aujourd'hui de produire des efforts supplémentaires pour faire face aux défis climatiques, pour faire face à l'allongement de la durée de la vie. Tout le monde le dit. Nous aussi, nous le disons. Mais pourquoi c'est toujours sur les mêmes que l'on fait peser les efforts que la nation doit faire pour relever ces défis? Pourquoi c'est toujours aux travailleurs, à ceux qui ont les métiers difficiles, aux femmes, à ceux qui ont peu de diplômes, que l'on fait peser le poids de ces efforts? Pourquoi on ne s'adresse pas au capital, à ces 82 milliards d'euros de dividendes versés en 2022? Pourquoi on ne se bat pas pour une meilleure répartition des richesses au service de l'être humain, du bien-vivre et de réformes heureuses? Mais c'est pas ce que dit le gouvernement, Fabien Roussel, vous l'entendez, qui dit qu'avec cette réforme, les petites pensions seront rehaussées, qu'il y aura des mesures pour les carrières hachées, qu'il y a des mesures pour les femmes, et que du coup, cette réforme, elle s'adresse aux travailleurs modestes dont vous faites parlez. le SAV ? Non, mais je vous réponds ce que dit le gouvernement. Oui, j'ai bien compris, oui. Non, mais qu'est-ce que vous dites de ça ? Ah ben, je dis que c'est faux. Je ne vous dis pas que c'est moi qui le dis, je vous dis que c'est ce que vous répond le gouvernement. Mais c'est un mensonge. En quoi c'est un mensonge ? Comment peuvent-ils dire que, par exemple, cette réforme est faite pour les femmes ?
Alors que tout dans le texte, c'est pas que nous qui le disons, hein. C'est pas que l'Humanité qui a fait un numéro spécial sur la réforme des retraites qui est excellent, que j'invite à lire, qui le dit seulement. Mais tout le monde, les économistes, même dans le document que nous avons à l'Assemblée nationale, il est écrit que les femmes devront travailler plus longtemps et même plus longtemps que les hommes avec cette réforme. 9 mois de plus pour les femmes, 4 mois pour les hommes. Parce que, par exemple, les trimestres supplémentaires qu'elles ont quand elles font un enfant, elles ne pourront pas en bénéficier avec le recul de l'âge de départ à 64 ans. Si elles ont 2 enfants et qu'elles ont le droit de partir avec 39 annuités, eh bien, elles ne pourront pas partir avec 39 annuités parce qu'elles devront aller jusqu'à 64 ans. Donc les femmes sont pénalisées par cette réforme. Comment la Première ministre peut-elle oser dire dans l'hémicycle que, regardez, le cadeau que l'on fait aux femmes, on ne touche pas à l'âge de 67 ans, âge à partir duquel elles ont le droit de partir en retraite sans décote. C'est un cadeau, c'est une fleur de travailler jusqu'à 67 ans pour des caissières, pour des agents d'entretien, pour des aides à domicile qui ont eu des carrières hachées, pour des AESH. Enfin, vous vous rendez compte du mépris en direction de toutes ces femmes qui ont péniblement réussi à construire une vie au travail. Mais Gérald Darmanin, il vous renvoie l'argument. Dimanche, il prenait l'exemple de sa mère, qui est femme de ménage, qui va partir à plus de 67 ans et qui dit la gauche a été hypocrite, elle n'a jamais réglé les problèmes pour les femmes comme ma mère. Je salue pas la réforme Touraine, hein. Ça vous aura pas échappé quand même, hein. Non mais vous avez bien vu que quand même là-dessus, nous avons des débats entre nous, mais je ne me suis jamais satisfait que l'on puisse inscrire dans la loi que les femmes aux carrières hachées devront travailler jusqu'à 67 ans. Et comment lui peut-il saluer sa mère qui a dû travailler jusqu'à 67 ans? Eh bien, bravo. Enfin, c'est terrible. Enfin, moi, je souhaite que nos mamans, elles puissent bénéficier d'une retraite heureuse, surtout après avoir exercé des métiers pénibles quand même, et pas à 67 ans. Qu'elles puissent bénéficier d'une retraite après, nous on propose 37 années et demie de cotisation, mais enfin qu'elles puissent partir plus tôt que l'âge qui est prévu aujourd'hui. Est-ce que les points que vous évoquez, ils peuvent être encore modifiés dans le cadre du débat parlementaire ou pas du tout? Est-ce que l'idée c'est d'amender ce projet ou alors d'obtenir son retrait, point barre? Nous, notre souhait, c'est bien sûr de s'inscrire dans le débat. Mais vous avez, c'est pas nous c'est la Première ministre qui dit on ne touchera pas à l'âge de départ. Or, donc l'idée, c'est d'obtenir son retrait. L'âge de départ, c'est ce qui fait le point de blocage aujourd'hui. L'intersyndicale et tous les syndicats demandent le retrait de cette réforme parce qu'il y a ce recul de l'âge de départ. De la même manière à gauche, et y compris dans la majorité maintenant. De plus en plus, nous sommes nombreux à dire, dans la diversité de nos opinions, que ce recul de l'âge de départ en retraite est une injustice profonde vécue par les Français. Et donc, c'est ce qui nous unit tous. Nous demandons le retrait de cette réforme. Et si nous n'obtenons pas le retrait de cette réforme, d'abord nous demandons le retrait. Mais au moins qu'il y ait un débat dans le pays et un référendum dans 6 mois, et qu'on laisse les Français décider démocratiquement, après un débat instruit, partout. C'est le minimum. Ouais, pardon Stéphane, on va revenir sur la motion référendaire dans quelques secondes, mais est-ce que vous pensez pouvoir gagner la bataille au Parlement? Est-ce que vous pensez que les députés rejetteront cette réforme? Mais d'abord, nous souhaitons... D'abord, vous savez que le débat est contraint. Oui. Il est limité à 7 jours et demi à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. 7 jours et demi, c'est 20 jours en première lecture, 50 jours au total. Non, mais c'est 20 jours, en comprenant les week-ends. Et donc 7 jours et demi de journée de séance. En comprenant la niche parlementaire du groupe socialiste, etc. Donc quand on enlève tout ça, au final, 7 jours et demi. 9, disait Yael Braun-Pivet. Et au bout des 7 jours et demi, eh bien, si le texte n'est pas épuisé, il s'en va tel quel, sans amendement, sans rien. C'est comme un 49-3 au Sénat. Donc, c'est d'une brutalité sans nom. Les Français vont le découvrir petit à petit. Là, on est dans le règlement de l'Assemblée nationale. Ça peut paraître un peu compliqué, mais nous, on voit, on le sait. Nous, c'est pour ça qu'on dénonce le choix qui est fait par le gouvernement de contraindre le débat. En tout cas, je vous annonce, donc ici, une chose. Nous ferons tout pour que le débat arrive sur l'article 7. Nous ferons tout pour que l'article 7, qui est celui qui propose l'allongement de l'âge de départ en retraite, arrive dans l'hémicycle. Et parce que nous voulons mettre chaque député face à ses responsabilités et que les Français puissent les interpeller ensuite. Qui va voter
cet article 7, l'allongement de l'âge de départ en retraite à 64 ans, qui ne va pas le voter? Nous, à gauche, c'est clair, on ne le votera pas. Et nous prenons cet engagement vis-à-vis des Français. Que feront les Républicains? Que feront la majorité? Et on verra là s'il y a une majorité. Et oui, on sent que ça branle dans le manche, comme on dit. Vous pensez pouvoir avoir la majorité sur cet article, moi? On espère, nous, pouvoir convaincre de l'injustice, de l'inhumanité de cet article et qu'il ne soit pas voté. Mais quand vous dites qu'on fera tout pour que ça arrive, parce qu'avec le 47 ans, du coup, il peut y avoir un désordre dans les articles. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, nous demandons à la présidence de l'Assemblée nationale qui peut choisir l'ordre des articles, nous lui demandons de ne pas le mettre à la fin. Ils sont suffisamment malins et tordus pour mettre l'article 7 le dernier. Elle vous a répondu, il y a le point de pivot? On ne sait pas. Quand vous dites nous, c'est le Parti communiste, c'est les députés communistes à l'Assemblée ou c'est l'ensemble de la NUP? Nous avons défini une stratégie commune. Les 7 groupes de gauche écologistes du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous avons tenu une quinzaine de réunions, nous avons fait une vingtaine d'auditions, on travaille ensemble depuis le mois d'octobre, nous avons écrit des argumentaires communs, nous avons décidé d'organiser, j'ai la liste depuis hier soir, 42 débats publics dans toute la France jusqu'au mois de mars pour donner des arguments aux Français. 40 débats publics organisés avec l'ensemble des parlementaires de gauche écologistes qui vont aller expliquer aux Français ce qu'il y a dans le texte de loi, quelles sont nos propositions alternatives. Nous voulons ce débat, nous sommes sincères. Est-ce que vous invitez dans ces circonscriptions où vous allez débattre, est-ce que vous invitez les parlementaires de la majorité concernée à venir débattre avec vous? Ce sont les débats que nous organisons ensemble pour donner nos arguments aux Français. Mais nous allons participer à des débats avec des députés, des ministres de la majorité. Moi, je souhaite avoir un débat. Allons-y, monsieur Dussopt, monsieur Le Maire, madame Borne, je suis disponible quand vous voulez, où vous voulez. Débattons-en les yeux dans les yeux devant les Français. Un mot sur la motion, pardon Stéphane, encore sur la motion référendaire à l'Assemblée, puisque vous l'avez déposée, vous les communistes, et vous avez appelé dimanche, je cite, les centristes, Horizon, le Modem et les Républicains à appuyer votre demande. Vous n'avez pas cité le Rassemblement National. Hier, à votre place, on avait Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National, qui disait qu'il allait la voter. C'est un problème pour vous? Mais je souhaite, moi, m'adresser aux parlementaires de droite et de la majorité, où nous savons que là, il y a du débat chez eux. Il y a du débat, y compris chez certains qui défendent la réforme, mais qui voudraient la faire bouger un petit peu. Ils ne sont pas opposés à l'idée qu'il puisse y avoir un référendum. Le dernier référendum qui a été mis en œuvre, c'est Jacques Chirac. C'est le traité constitutionnel européen. Et c'était courageux de sa part, sur un sujet aussi important que celui-là. Et nous avons eu un superbe débat dans tout le pays en 2005. Mais pourquoi ne pourrait-on pas l'avoir aujourd'hui sur un sujet fondamental que les Français, auquel les Français s'intéressent beaucoup? Nous pourrions décrypter la loi article par article. Imaginez ici, Public Sénat, qu'il y ait 1 heure de pause syndicale et que l'ensemble des salariés se retrouvent et puis qu'ils étudient leurs droits, qu'ils se disent « Ah bien tiens, moi je partirai à quelle date avec cette réforme et sans la réforme ?» Qu'on fasse ça dans les usines, qu'on fasse ça dans les services publics, qu'on fasse ça dans les mairies. Est-ce que c'est un problème que les députés du RN votent votre motion de censure? Votre motion de référendaire, pardon. Je laisse les députés du Rassemblement national faire leur choix. Ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est d'obtenir ce référendum, de faire comprendre au président de la République que d'imposer cette réforme risque de fracturer la France longuement, gravement. Nous pouvons faire rentrer là. Il prend le risque d'une fracture grave du pays démocratique. Je souhaite que l'on puisse en sortir par le haut de cette situation, qu'il retire sa réforme, que l'on ait un débat ou qu'il la mette devant les Français avec un référendum à la fin. Et cela pourrait garantir enfin de retrouver une forme de paix sociale et un débat serein. Cette idée de référendum, vous l'avez émise il y a 2 mois, début décembre. Vous avez lancé une campagne de terrain en demandant un grand débat, en parlant de ce référendum. Vous avez lancé une pétition également début décembre, sur unebonneretraite.fr. Vous êtes à ce jour à 24 845 signatures. Comment est-ce que vous expliquez
que le nombre de signataires de la pétition soit si faible 2 mois après son lancement? Parce qu'il y a une pétition plus forte qui a été lancée par les syndicats et que d'ailleurs j'ai signée et que je relaye, qui est, je ne sais pas combien elle doit être maintenant, 700, 600, 700 000. Et donc l'intersyndicale qui a fait une pétition sur un mot d'ordre, le retrait de la réforme, c'est plus fort que ce que nous avons fait, où nous demandons le retrait, mais aussi notre proposition de retraite à 60 ans, etc. Vous voyez bien que ce qui mobilise aujourd'hui, c'est d'abord le retrait de la réforme. Et pas le référendum. Et nous, c'est d'abord ça que nous voulons mettre en avant, le retrait de la réforme. C'est pour ça que je vous dis la chose que nous demandons aujourd'hui. Notre seul mot d'ordre, c'est le retrait. Le référendum, c'est une piste pour sortir de la crise. Et juste pour terminer sur le référendum, admettons qu'il passe, que la motion référendaire soit votée à l'Assemblée, ça part au Sénat. Au Sénat, elle ne sera pas votée, cette motion référendaire. Mais les sénateurs prendront leurs responsabilités. Je rappelle qu'il y a des élections sénatoriales, d'ailleurs, bientôt, mois de septembre. Ah, c'est une menace politique, du coup. Pas du tout. De quelle mesure... Un petit message de service, non, quand même? Mais non, voilà. Mais en quoi j'ai les moyens de menacer qui que ce soit? Je m'adresse aux grands électeurs qui élisent les sénateurs et les sénatrices. Ils retrouveront leurs petits ou pas, en fonction de qui aura voté quoi. Voilà, c'est tout. Un dernier mot sur la procédure parlementaire. Est-ce que vous allez déposer un recours contre l'utilisation du 47 hein? Nous y réfléchissons parce que nous consultons des constitutionnalistes qui relèvent qu'utiliser un projet de loi de finances, celui de la sécurité sociale, pour modifier notre modèle social, notre système de protection sociale, n'est pas la bonne voie, porte atteinte au Parlement. Et donc, nous allons très certainement, déposer un recours au Conseil constitutionnel. Nous sommes en train de le regarder, de rédiger cela. L'ensemble des parlementaires de la NUP? Oui. Sur les blocages, en tout cas sur votre appel, puisque vous avez lancé un appel à fermer symboliquement les mairies aujourd'hui, est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire combien de maires ont suivi votre appel? Oh là, j'y arrive pas tellement il y en a. Combien? Non, mais à peu près. Je pense que ça va être plusieurs centaines, parce qu'il y a les mairies importantes connues qui le font savoir avec les déclarations de leur maire, et puis il y a plein de villages, de petites communes. Je reçois des messages, l'association départementale des élus de la Moselle, j'ai vu dans le Gard, j'ai vu dans le nord de la France, chez moi, ça vient de toute la France. Donc plusieurs centaines. Je reçois des messages, plusieurs centaines, aujourd'hui, feront le choix de fermer symboliquement leur mairie, que l'on ne vienne pas me dire que c'est une atteinte à la continuité de nos services publics, parce que bien souvent, quand ils ferment symboliquement leur mairie, derrière, dans la mairie, les agents qui ne font pas grève continuent de travailler, les services publics fonctionnent. Et donc, quand les services publics, si un service municipal ne fonctionne pas, c'est parce que les agents, tout simplement, exercent leur droit de grève. Et ça, personne ne peut le remettre en cause. Donc, je vous recite le gouvernement là-dessus, Clément Beaune, cette fois, qui a dit dimanche, juste après vous, il était l'invité d'une émission juste après vous, il dit que votre appel est surréaliste, pas compréhensible. Une mairie qui choisit à la place de chacun qui fait grève, c'est la confusion totale. Je trouve ça absolument scandaleux de décider à la place de tous. Clément Beaune, il ferait bien de venir faire un stage dans le Nord et dans le bassin minier. Parce que je suis issu de cette histoire-là. J'ai souvenir que beaucoup de maires dans le bassin minier étaient parfois des délégués mineurs, des anciens métallos, qui, après quelques années au travail, après avoir bien représenté les ouvriers de leur entreprise, ou de là où ils travaillaient, les mineurs, eh bien, les habitants les choisissaient comme maires. C'était des maires engagés, qui avaient des valeurs et qui se battaient pour leur population. Et quand je dis qu'ils se battaient pour leur population, c'est qu'ils géraient la mairie avec humanité, mais en même temps, ils menaient des combats politiques pour la dignité humaine, parce que c'était dans leur gène. Eh bien, je suis issu de cette histoire-là. Et l'histoire de la commune en France, l'histoire de la commune issue de la Révolution française, elle vient de là. Les communes sont nées en 1792 pour empêcher la monarchie de revenir. C'était ça. Donc la commune, les maires, les conseils municipaux sont les sentinelles de la République, celles et ceux qui défendent nos valeurs d'égalité et de fraternité. Eh bien, derrière cette réforme de retraite, il y a une attaque fondamentale à ces valeurs d'égalité et de fraternité. Alors oui, je les soutiens pleinement, tous ces élus et tous ces maires qui s'engagent contre cette réforme des retraites. Est-ce qu'il y a aussi des maires de droite parmi la centaine de maires Il y a des maires centristes qui font le choix de s'engager
par solidarité avec leurs agents, parce qu'ils sentent que la colère est profonde, et qui me disent moi je vais le faire, j'espère que je ne serai pas tout seul, et donc je ferme aussi ma mairie. Vous avez également appelé des artisans et des PME à baisser le rideau. Est-ce que votre stratégie ou votre idée, c'est d'aller jusqu'à la grève générale ? Mais vous savez, si pendant 24 heures, 48 heures, les rideaux sont fermés sur la France, c'est peut-être le seul moyen que le gouvernement, que nous avons, pour nous faire entendre du gouvernement et obtenir le retrait de cette réforme. Il vaut mieux fermer 2 jours les rideaux et ne pas perdre 2 ans dans notre vie avec cette réforme des retraites. Et donc, c'est un choix. Moi, maintenant, chacun est libre de décider de ses moyens d'action, d'agir. Mais je sais que chez nos artisans, nos commerçants, il y a beaucoup de colère liée à la crise que nous vivons. L'inflation, l'électricité, c'est terrible. Moi, je regrette que d'ailleurs qu'on n'en parle pas plus de ça, parce que c'est entre le prix de l'essence et le prix de l'électricité, il y a vraiment, la coupe, elle est archi pleine. Et donc, je peux comprendre, je pourrais comprendre que des artisans, des commerçants, des PME, des TPE disent quoi, en plus, cette réforme des retraites, eh ben moi, je vais aller avec mes gars, et puis je vais aller passer 2 heures à manifester, et pendant 2 heures, on ferme. Je pourrais le comprendre, et je les invite à le faire. Mais c'est pendant 2 heures, ou est-ce que vous espérez une grève générale et une France à l'arrêt ? Mais chacun détermine ensemble ses moyens d'action. C'est pas moi qui dis faites comme ci, faites comme ça. Chacun le détermine. En tout cas, j'invite chaque Français qui n'aurait pas encore fait le choix de se mobiliser. Il est encore temps de le faire. Il est 8 heures du matin pour cet après-midi, là où en fin de matinée. Allez-y, car la puissance du mouvement que nous arriverons à faire grandir dans le pays déterminera comment le gouvernement réagira. C'est la puissance de ce mouvement qui peut nous faire gagner. Moi, je me bats pour gagner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise que la victoire est possible. Nous pouvons faire reculer Emmanuel Macron. Il faut se dire que la victoire est est à portée de main. Et pour cela, la mobilisation, la détermination doit être totale. Et j'appelle à manifester dans le calme, pacifiquement, pour montrer notre détermination. Voilà. Est-ce que selon la suite du mouvement et d'éventuels blocages qui pourraient avoir lieu dans le pays, et des mouvements notamment pendant les vacances, vous pensez qu'il y a un risque de faire éclater le front syndical qui est uni jusqu'à maintenant ? Pourquoi vous... Parce que les syndicats réformistes et les syndicats comme la CGT ne sont pas forcément sur la même ligne concernant la question des blocages, la question des... C'est bien pour ça que moi je fais des propositions, ce sont des propositions, et c'est à chacun de déterminer ses modes d'action. Ce qui est essentiel à mes yeux, c'est que l'intersyndicale dure le plus longtemps possible. Et c'est à eux, ensemble, de déterminer Est-ce que vous pensez que ça durera s'il y a une radicalisation des mouvements du mouvement ? Non, mais ils décident ensemble de journées d'action. Après, chaque syndicat, chaque parti va décider de ce que l'on peut faire entre 2 manifs, quoi. Et c'est ça que nous faisons. Par exemple, nous décidons d'organiser des meetings dans toute la France. Voilà, ça veut dire que même au sein de la NUP, il pourrait y avoir des stratégies politiques divergentes ? Mais non, justement, je vous dis, nous décidons Vous, ensemble, c'est la NUP, c'est pas le PC. Nous décidons ensemble d'organiser des meetings dans toute la France. Il y a une autre dimension, il y a aussi vous évoquiez la difficulté financière des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, appeler à un mouvement qui durerait longtemps, enfin qui s'inscrirait dans la durée, c'est pas prendre le risque de voir le mouvement s'essouffler simplement parce que les gens n'ont pas les moyens de faire 2, 3, 4, 5 journées de grève. C'est tout le débat qu'il y a au sein de l'intersyndicale, de trouver le meilleur équilibre pour avoir les plus fortes mobilisations sans épuiser le mouvement, sans attaquer le porte-monnaie des salariés, parce que quand on fait grève une journée, on perd une journée de salaire. Bien sûr que c'est difficile. Mais enfin, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que s'il y a des manifestations aussi puissantes que le 19 janvier dernier, c'est pas une partie de plaisir non plus pour ceux qui font grève. Et qu'il faut mesurer cette force, cette colère profonde. Le gouvernement sous-estime ce qui se passe dans le pays. Un dernier mot rapidement, Fabien Roussel, puisqu'il y a eu hier un échange un peu animé, on va dire, entre le député communiste Sébastien Jumel et la présidente de la Commission des Affaires sociales. Est-ce que vous, au Parti communiste, vous encouragez la CGT à couper l'électricité dans les permanences des élus qui soutiennent la réforme ? Vous savez, je les appelle les Robins des Bois de l'électricité. Ces hommes et ces femmes énergéticiens merveilleux, qui aujourd'hui, pour appeler à manifester justement, pour attirer l'attention sur cette réforme des retraites, font le choix surtout de mettre l'électricité gratuite
dans les services publics. D'abord, je retiens ça. D'abord, ce qu'ils font, ils rétablissent l'électricité à des gens à qui on l'a coupé alors que nous sommes en trêve hivernale. Ils mettent l'électricité gratuite à des hôpitaux, à des crèches, à des médiathèques, à des communes, à des commerçants, à des boulangers à Marseille. Bravo. Sébastien Ménesplier, qui est responsable des énergéticiens à la CGT, je lui décerne la Légion d'honneur pour assistance à personnes en danger. Bravo. Sur les permanences d'élus. Sur les permanences d'élus, il y a 12 millions de Français... Vous êtes parlementaire, est-ce que c'est pas dans l'hémicycle que doit se faire le débat ? Il y a 12 millions de Français en précarité énergétique aujourd'hui. Peut-être que si une permanence d'élus est coupée pendant 1 heure ou 2, ils vivront vie ma vie et ce que vivent des personnes en précarité énergétique. Mais d'abord, aujourd'hui, ça ne s'est pas produit. Vous l'aurez vu. Donc, on ne va pas parler de choses qui ne se sont pas produites. Mais ce qui se produit, c'est que ces Robin des Bois de l'énergie rétablissent l'électricité à ceux qui en sont privés et mettent de l'électricité gratuite à des services publics indispensables aux Français. Le combat du progrès social, il est de notre côté, n'inversez pas les rôles. Merci Fabien Roussel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France et la réforme des retraites. Et évidemment, ces autres pistes que le report de l'âge légal, c'est à la une de Ouest France aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On passe au Club des Territoires.